Kigali. Le président angolais est arrivé ce samedi dans la capitale congolaise. Joao Lorenzo est en visite officielle dans le cadre de sa médiation au conflit qui oppose la RDC et le Rwanda. Et puis, il a fait ses preuves à la radio France Internationale et à la RTNC sous Mobutu. L'ancien porte-parole du président Tshisekedi s'est éteint. Tarsis Kasongo Mwemba Yamba est décédé ce samedi. Le chef de l'État a présenté ses condoléances les plus attristées à sa famille biologique et au personnel de l'ACP. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Jeudi, désigné médiateur par la SADC et l'Union africaine, le président angolais est arrivé ce samedi dans la capitale après un escale à Kigali. Joao Lorenzo est en visite officielle pour obtenir la désescalade entre la RDC et le Rwanda sous fond d'accusation mutuelle de la collaboration avec les rebelles du M23. La RDC accuse Kigali de soutenir le mouvement rebelle du M23 qui se sont emparés de quelques localités à la frontière avec l'Ouganda. Un reportage de la presse présidentielle. C'est le go d'un week-end diplomatique annoncé en République démocratique du Congo, marqué par deux importantes rencontres au sommet à Kinshasa. À la suite de la situation sécuritaire à l'est du pays et pour tenter de faire avancer le processus diplomatique après la désescalade entre la RDC et son voisin agresseur le Rwanda, le médiateur désigné par la SADC et l'Union africaine, le président angolais Joao Lorenzo, est arrivé à Kinshasa dans la matinée de ce samedi 12 novembre. À sa descente d'avion par l'aéroport international de Njili, le président angolais a été accueilli par une délégation des membres du gouvernement conduite par le ministre congolais des droits humains, Albert Fabrice Puela. Et juste après, le cortège du président Lorenzo a pris la direction du palais présidentiel de la Cité de l'Union africaine où l'attendait son hôte, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'en est suivi un tête-à-tête à huis clos de plusieurs heures entre les deux personnalités. À l'issue de leur entrevue, le vice-premier ministre, ministre congolais des Affaires étrangères et son homologue angolais se sont confiés à la presse pour fixer l'opinion sur l'initiative du président Joao Lorenzo qui, selon le chef de la diplomatie angolaise, a multiplié ces derniers jours des initiatives de rapprochement entre Kigali et Kinshasa dans le conflit qui oppose les deux pays. Qu'étant réuni dernièrement à Luanda, le ministre des Affaires étrangères et des Relations extérieures de trois pays s'était convenu qu'il fallait poursuivre tous les efforts prévus dans la feuille de route de Luanda et aussi dans les communiqués conjoints de la commission mixte RDC-Rwanda. Et nous sommes tous conscients de la situation qui prévaut aujourd'hui à l'est de la RDC. Et il est bien normal que le président Lorenzo, en tant que médiateur, adapte aussi son action à l'évolution de la situation. Pour sa part, Christophe Lutundula a rappelé les différentes étapes parcourues jusqu'ici avec les engagements pris par Kinshasa et Kigali dans le cadre de la feuille de route de Luanda et du processus de paix de Nairobi. Vous vous souviendra qu'il y a quelques jours, précisément la semaine dernière, il s'est tenu en Angola une réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères du Rwanda, de la RDC, sous la médiation des Affaires étrangères de l'Angola. Et à l'issue de ces rencontres jumelées, un communiqué a été publié par des ministres des Affaires étrangères. En même temps, ils ont eu la chance, le privilège d'être reçus par le président Lorenzo, à qui ils ont fait la synthèse de leur discussion. Et le président Joao leur a demandé de bien vouloir en faire rapport à leurs chefs d'État respectifs. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a remercié sincèrement son homologue et frère, le président Lorenzo, pour l'intérêt qu'il porte à la situation et à l'amitié entre la RDC et l'Angola et pour son implication personnelle afin de permettre au peuple congolais de retrouver tous ses droits en tant que peuple souverain et de créer des climats de confiance au sein de la région. Ce ballet diplomatique prévoit pour la suite l'arrivée à Kinshasa du président honoraire du Kenya attendu dimanche dans la capitale
Uhuru Kenyatta va rencontrer à son tour le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue de préparer la rencontre de Nairobi 3 avec les acteurs engagés dans ce processus de paix la dernière semaine du mois en cours. Dans le cadre de l'opération de maintien de la paix dans la partie est de la RDC, les troupes kenyanes viennent de fouler le sol congolais ce samedi. Ces troupes étaient accueillies à l'aéroport de Goma par le chef d'état-major chargé des opérations, le général Chico, et le gouverneur de la province du Nord Kivu. Regardez. Les hommes des troupes de l'armée du Kenya dédiées à la mission de l'Est African Community pour neutraliser les groupes armés sont arrivés à Goma ce samedi 12 novembre 2022 à bord des avions militaires du Kenya. Ces contingents a été accueillis par les autorités militaires de la République démocratique du Congo, dont les sous-chefs d'état-major en charge des opérations, général-major Chico Chitambwe et le lieutenant-général Constant Dima Kongba, gouverneur du Nord Kivu. Une présentation des troupes a été faite à l'aéroport international de Goma avant de prendre la direction de leur campement. Le porte-parole des opérations Sokola, lieutenant-colonel Djike Kaiko, donne le sens de cette arrivée. Oui, il s'agit de l'arrivée des troupes kenyanes, une arrivée qui s'inscrit dans le cadre, n'est-ce pas, de la volonté du sommet des chefs d'État à Nairobi. Ils sont ici parce que, comme vous l'aviez suivi, dans la feuille de route, n'est-ce pas, du sommet des chefs d'État de Nairobi, les instructions, mais aussi les concepts étaient très clairs. Ils sont ici pour qu'ensemble, avec les forces armées de la République démocratique du Congo, nous puissions mettre hors d'état de nuire les M23 et les différents groupes armés qui mettent l'insécurité dans notre zone de responsabilité. D'autres contingents sont en train de venir, mais je pense que je n'ai pas encore le nom. Et je dois vous donner une précision, c'est-à-dire la mission des zones tampons ou des zones d'interposition n'est pas à l'ordre du jour. Les instructions des chefs d'État, mais aussi les concepts sont très clairs. Les amis kenyans sont ici à mission purement offensive. On intervient dans le but de restaurer la paix et anéantir les forces négatives, dont principalement les terroristes de M23. Le leadership selon le modèle de Jésus-Christ, sagesse et guérison de la nation, c'est le thème du 16e petit déjeuner national de prière organisé par un groupe de prière de la RDC composé des sénateurs et hommes d'affaires qui font leur expérience sur le leadership selon le modèle de Jésus-Christ. Un reportage d'Edith Chala. Un petit déjeuner de prière dans sa 16e édition a été organisé par Maître Azarias Robérois dans une salle de Béatrice Hôtel, politiquement incolore, car tous se sont retrouvés au pied de la croix. Avec pour thème le leadership selon le modèle de Jésus-Christ, sagesse et guérison de la nation, le petit déjeuner a réuni les différentes tendances politiques et les personnalités venues d'autres horizons. Les honorables députés choisis à dessein ont fait lecture des Saintes Écritures dans 2 Chroniques 1, 7 à 10, Apocalypse 22, 2, Daniel 12, 3 à 4 et Ésaïe 62, 2. L'orateur principal, Roland de Corvée, prenant son exemple d'homme d'affaires prospère et d'involontaire au service de la communauté, a développé le thème en mettant l'accent sur le Christ qui guérit le corps, l'esprit et l'âme. Autant il le fait, il peut guérir la nation. L'humilité, le pardon, la sagesse et la connaissance façonnent les bons leaders, en famille comme en société, a-t-il dit. Dans la salle, le 2e vice-président de l'Assemblée nationale, Banyoué Cizé, a fait la prière appelant au soutien des forces armées de la République démocratique du Congo. Marie-Olive Lembe Kabila, l'ex-première dame, s'était aussi jointe à ce petit déjeuner de prière, l'honorable Marie-Ange Mouchobekwa, l'ancien premier ministre Bruno Tshibala Nzenze, sans être exhaustif. Une prière de clôture a été dite par Maître Azarias Robérois, qui a remis les autorités du pays entre les mains du Seigneur pour qu'il leur donne la sagesse de Salomon. La RDC en sortira grandie.
La Fondation GECOCO exhorte ses membres à plus d'abnégation dans l'exercice de leur métier. L'occasion était aussi pour son initiateur d'organiser une matinée de prière en faveur du pays pour une paix durable dans la partie est du pays. Diane Balaka, JR Kabamba pour ce reportage. Nous sommes contentes que notre papa, le vice-gouverneur, ait organisé cette matinée des prières en faveur de nos mamans qui sont violées dans l'Est de la République. Des témoignages poignants à l'endroit de l'honorable Gérard Moulumba par les mamans et les veuves de la Fondation GECOCO, l'une des structures de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Une occasion pour cet élu de Moamba d'exhorter toutes ces mamans à plus de responsabilités et d'abnégation dans l'exercice de leur métier. S'agissant de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et les conflits Tekeyaka, l'honorable a appelé toutes ces mamans à l'unité et il leur a demandé d'implorer la miséricorde divine pour une solution durable dans l'Est du pays et dans le Kwamut. Soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections de 2023, c'est le seul mot d'ordre donné par l'honorable à toutes ces mamans. Puisque le Seigneur renouvelle à nous sa bonté, avec le souffle de vie, avec l'amour, nous avons prié aujourd'hui pour nos frères et sœurs victimes des atrocités dans l'Est et à Kwamut. Ces femmes, pour la plupart des commerçantes, ont reçu chacune de main de l'honorable GECOCO Moulumba, autrement dit Soso Yamboka, une enveloppe devant leur permettre de relancer leur activité génératrice de revenus, des revenus. Le Parti Avenir du Congo apporte son soutien aux opérations militaires de maintien de la paix dans la partie est du pays, ils l'ont dit, lors d'une matinée politique qu'ils ont organisée. Regardez. Nous, membres du parti politique Avenir du Congo, ACO, en sigle, réitérons avec force notre fidélité au président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Aussi, nous nous engageons à soutenir la vision du chef de l'État dans la recherche des solutions pour mettre fin définitivement à la situation d'insécurité dans notre pays et ainsi garantir une paix durable à toute la population congolaise. C'est l'occasion pour ACO de rappeler à toute la classe politique congolaise l'impérieuse nécessité de répondre sans tergiversation aucune à l'appel patriotique lancé par le chef de l'État pour un Congo uni, libre et prêt à assumer son leadership naturel au cœur de l'Afrique. Nous saluons vivement les efforts déployés actuellement par le gouvernement de la République, dirigé par le premier des warriors, son Excellence Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, chef du gouvernement, pour tout le soutien apporté à nos forces de défense et de sécurité. Dans une déclaration, l'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo, un parti allié à l'Union sacrée de la nation, condamne avec la dernière énergie le soutien du Rwanda au M23. L'ADPEC s'aligne aussi derrière le discours du chef de l'État qui appelle les Congolais à une mobilisation générale pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Jacques Chiboba pour le reportage. Le directeur national de l'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo, son président national et autorité morale, l'honorable Placide Tshisumpa Tshakatumba, suivent avec une particulière attention l'évolution de la situation de la guerre injuste imposée à notre pays par les Rwandais à travers son groupe rebelle M23 et l'occupation d'une partie de la province du Nord Kivu et de l'Ituri
par des groupes armés soutenus par les Rwandais et l'Ouganda. L'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo ADPEC, son président national et autorité morale condamnent les silences coupables des Nations Unies et de la communauté internationale face à cette agression dont notre pays est victime. L'ADPEC salue les efforts que déploie son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême dans la réorganisation de notre armée pour protéger l'intégrité territoriale et pour bouter hors de nos frontières l'ennemi de notre pays. L'ADPEC salue aussi les actions de bravoure et de patriotisme que mènent les FRDC sous la vision éclairée du président de la République, chef de l'État, magistrat suprême. L'ADPEC encourage le FRDC à poursuivre la chasse de l'ennemi dans les collines et dans l'eau jusqu'à son dernier retranchement, car celui qui garde l'ennemi est aussi notre ennemi. L'ADPEC invite le peuple congolais à soutenir le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé dans leurs efforts qu'ils ne cessent de déployer pour protéger l'intégrité du territoire et pour bouter hors du territoire national l'ennemi, promesse de sa campagne, et exprime sa compassion vis-à-vis de nos compatriotes du Nord Kivu et de l'Ituri, victimes de cette guerre injuste. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, que vivent nos vaillants FRDC, nous vous remercions. Plus de doute possible, la RTNC vers sa modernisation. Le premier lot de matériel est arrivé ce samedi ici à la chaîne nationale. Il a été réceptionné par le directeur général intérimaire de la RTNC. Reportage. Du matériel audiovisuel de dernière génération réceptionné par le directeur AI de la RTNC, au grand bonheur de ces quelques cadres, d'un technicien représentant les Studio Tech avec qui la chaîne nationale a signé un partenariat. Studio Tech soutient la RTNC dans son projet d'amélioration de services et de rendu en ce qui concerne ses émissions et sa diffusion. Et ainsi, nous avons pu conclure avec la RTNC et particulièrement avec la RTNC et le gouvernement congolais afin de fournir un matériel de dernière génération. Donc la RTNC n'aura rien à envier à une quelconque télévision dans le monde. Nous aurons des formations et le génie congolais pourra développer cela à sa manière. Et le premier lot consiste à des régies mobiles. Donc vous pouvez faire des reportages sans le réseau hertzien. Donc ça sera par satellite et en direct, comme vous voyez dans les films, des reportages en direct. Donc ça c'est le premier lot. Il y aura un deuxième lot et le quart de reportage est déjà en train d'être monté parce que ça demande de travail et la demande de la RTNC était très spécifique. C'est ainsi que nos techniciens en Belgique sont en train de monter le quart pour que ça soit livré à temps. Donc normalement nous pouvons attendre le quart vers janvier, février. Ces premiers lots de matériel est constitué de 3 palettes contenant de caméras 4K, de trépieds, ordinateurs et régies, déchargés sous le regard fier de Belide Bunga. Tout le monde se souviendra que nous sommes allés en Belgique pour visiter les Studio Tech qui fabriquent ce matériel audiovisuel. Avec ça très longtemps qu'on n'a plus jamais eu ces outils de travail modernes. Nous acquisons un grand retard sur le plan technologique. Peut-être de 3 ou 4 générations. En attendant que l'État prenne en charge, bien nous-mêmes, à l'interne, nous avons décidé de faire un plan, un montage financier qui nous a permis d'arriver justement à ces résultats. En fait, c'est un lot, c'est le premier lot, environ 1 tonne. Un deuxième et troisième lot de matériel sont attendus dans le prochain jour et suivi d'une formation de remise à niveau des agents utilisateurs de ces matériels, tel que voulu par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, qui tient à la modernisation de la chaîne nationale, miroir de la RDC. Et puis les professeurs et autres scientifiques cadres de l'UDPS étaient en matinée d'échange sur la promotion des valeurs républicaines pour la défense de la patrie. Ces enseignants des universités proposent l'insertion des cours sur le patriotisme dans le programme national d'enseignement. Alain Bikaï pour ce reportage.
Pendant cette période d'agression rwandaise, la République a besoin des patriotes pour sa défense. C'est dans cette optique que les corps de l'élite scientifique de l'UDPS a organisé cette matinée scientifique pour sensibiliser sur la promotion des valeurs morales, éthiques et républicaines et particulièrement le patriotisme. Pour l'orateur du jour, professeur à l'Université libre de Bruxelles, Marcel Mbiangandou, cadre de l'IDPS, le patriotisme doit être enseigné à l'école pour former de bons citoyens capables à défendre le pays et mener également des campagnes de changement de mentalité pour extirper des antivaleurs qui rongent notre société. Ce thème-là correspond très bien à la situation que connaît notre pays actuellement. Vous avez suivi le discours du président de la République à la nation. Il n'a pas manqué d'évoquer ce terme de patriotisme qui doit mobiliser tous pour défendre l'intégrité et la souveraineté de notre pays face aux agressions extérieures. Pour les coordonnateurs nationaux de cette structure, Dr Soft Mukuna, le moment est venu pour que les Congolais prouvent à la face du monde leur attachement au pays. Nous devons tous nous mobiliser pour accompagner ceux qui défendent le pays au prix des sacrifices suprêmes là où ils sont. Même notre santé, notre bien-être dépend d'abord du bien-être de ce pays. Les corps de l'élite scientifique est un organe spécialisé du parti présidentiel engagé dans la recherche des solutions aux problèmes de la société. Contrôle physique et vérification des titres académiques des candidats magistrats récemment recrutés. Le coup d'envoi de cette opération a été donné par le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta. Jean-Pierre Ndolodemazou pour le reportage. Après le concours de recrutement des magistrats et la publication des listes des candidats admis à la magistrature, l'heure est au contrôle physique et à la vérification des titres académiques des candidats. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, a donné le go de cette opération. L'étape la plus essentielle, c'est l'étape que nous commençons aujourd'hui, l'étape du contrôle physique et de vérification des titres académiques. C'est pourquoi nous avons voulu que cela soit concentré ici à Kinshasa, parce que nous avons l'opportunité, la facilité de voir la personne, de l'identifier. À ce moment-là, nous assumerons les listes qui seront retenues. Donc c'est pourquoi je dis que vous venez d'entendre, moi-même j'ai procédé au premier contrôle, mais le premier, même si la dame avait tous les documents, il manquait le diplôme d'État. J'estime, quant à moi, que le diplôme d'État est une pièce essentielle qui nous ouvre les cursus académiques, estudiantins. Des instructions du président du Conseil supérieur de la magistrature ont été données aux membres du secrétariat permanent qui procèdent à ce contrôle, celle de confronter la date de naissance mentionnée sur le diplôme d'État et celle reprise sur le curriculum vitae et les diverses attestations brandies par les candidats. Et puis le procès Rossi Mukendi Chimanga vient de reprendre au degré d'appel à la haute cour militaire après la condamnation à perpétuité du commissaire supérieur Karine Lokeso et Tokis Kombo, toujours à la cour militaire. Le procès du degré d'appel du meurtre de Olivier Mpunga dans un des cachots des services de renseignement généraux de la PNC se poursuit au degré d'appel. Une descente a été effectuée sur les lieux pour reconstituer les faits. Suivez ce reportage de Marie Kalong. À la haute cour militaire, comme dans les cours et tribunaux militaires de garnison, les audiences se tiennent de manière régulière. Le procès dans l'affaire du meurtre de l'activiste de droits de l'homme, Rossi Mukendi Chimanga, a repris au degré d'appel après la condamnation à perpétuité du commissaire supérieur Karine Lokeso et du brigadier Tokis Kombo Gérard. L'autre affaire dont la haute juridiction militaire juge les prévenus au degré d'appel, c'est celle relative au meurtre de Olivier Mpunga dans un cachot de service de renseignement généraux de la police nationale congolaise. À la dernière audience, la chambre de la haute cour militaire présidée par le général de brigade magistrat Nzao Keba, à l'époque colonel, avait effectué une descente sur le lieu du crime en vue de reconstituer les faits.
Condamné à 15 ans de servitude pénale principale par la cour militaire de Kisangani dans la province de la Chopo pour les infractions de crimes de guerre, pillage et torture, extorsion, refus d'obéissance, violation de consignes, outrage envers ce supérieur, détournement d'armes et munitions de guerre, le lieutenant-colonel Wangu Ndolo Eugène était dans la joie immense le 31 octobre 2022 après le prononcé du jugement définitif de la haute cour militaire dont la chambre a été présidée par le général de brigade magistrat Kalala Kapuku Martin. La peine de l'appellant était donc réduite à 5 ans de servitude pénale principale, équivalent au nombre d'années déjà passées en prison. La haute cour militaire juge aussi au degré d'appel le prévenu colonel Mwembeni et 55 autres co-prévenus qui ont été condamnés par la cour militaire de l'ex-Kasaï occidental le 29 février 2021. Ils ont été reconnus coupables de crimes de guerre par meurtre commis à l'endroit des deux experts des Nations Unies, Michael Sharp et Zaïda Catalan. La chambre est présidée par le général de brigade Masungi Muna Kamil. L'instruction au fond de l'affaire de massacre de Yumbi commis dans le Maïndombe se poursuit devant la haute cour militaire à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. Au tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe que dirige le major magistrat Freddy Eoumé, il a été ouvert le mercredi 12 octobre 2022 à la prison militaire de Ndolo, le procès dans l'affaire de l'assassinat dans le Nord Kivu de l'ancien ambassadeur italien en RDC, Luca Atanasio, et ses deux compagnons. De son côté, le patron de la justice militaire de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Joseph Mutombo Katala Etiende, a présidé comme chaque lundi du mois, le 7 novembre 2022, la parade générale au cours de laquelle il a présenté à l'assistance 4 généraux de brigade de la haute cour militaire nouvellement nommés par ordonnance présidentielle. Il s'agit des généraux de brigade magistrats Ekofo Martin, Kalala Martin, Nzao Keba et Mukendi Freddy. Le premier président de la haute cour militaire a dans son mot souhaité plein succès aux nouveaux promus. 10 000 kits d'identification et d'enrôlement des électeurs sont prêts pour être expédiés en République démocratique du Congo sur les 29 700 attendus. Cette confirmation est du président de la CENI, Denis Kadima, lors de sa visite à l'entrepôt de Mirou, système à Séoul, en Corée du Sud. Teti Samba, Jérès Tofudje. Le président de la commission électorale nationale indépendante a visité jeudi 10 novembre l'entrepôt de Meru System situé à l'aéroport de la capitale sud-coréenne où sont stockés 10 000 kits prêts à être expédiés en République démocratique du Congo. C'est un motif de satisfaction parce que ici c'est un travail de collaboration entre la société Meru System et la CENI avec son personnel qui est venu ici, qui a contribué au développement du logiciel. Denis Kadima Kazadi a énuméré certaines innovations que contient ce nouveau dispositif d'enregistrement des électeurs. La première innovation, d'abord, c'est la taille du kit lui-même. La consommation, par exemple, de l'énergie, nous avons utilisé l'énergie solaire. Il y a une autre innovation, c'est le fait que la saisie sur la fiche dans le passé, ça se faisait d'une façon manuelle, mais aujourd'hui, on a un système OCR qui peut transformer les écrits et les mettre sous forme digitale. Et au-delà de ça, il y a une bonne innovation qui va faciliter la tâche aux familles, aux ménages, aux gens qui viendront s'aligner avec l'équipe. On a développé une application qui permet la digitalisation de la fiche d'identification et d'inscription des électeurs. Par ailleurs, le président de la centrale électorale a rassuré que son institution est maintenant en voie de lancer l'identification et l'enrôlement des électeurs au mois de décembre. La CENI est en train d'être prête, ça signifie aujourd'hui nous sommes plus près que nous l'étions hier. Donc chaque jour qui passe, nous allons vers l'avant et ça se passe très bien. Et puis, les forces vives du territoire d'Ilebo, dans la province de Kasaï, se rangent derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour apporter leur soutien total aux forces armées de la RDC. L'occasion était aussi pour eux de remercier le président de la République pour la nomination de leur fils, Fortuna Ndambo, comme président du conseil d'administration de l'Office congolais de contrôle. Berthe Mukonkole pour le reportage.
Double cérémonie de reconnaissance. Reconnaissance envers le Créateur pour l'élévation d'un digne fils d'Ilebo et reconnaissance envers le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dans son pouvoir discrétionnel a porté son dévolu sur un fils maison à la personne de Fortuna Ndambo au cadre de l'UDPS pour porter la vision du président de la République à l'Office congolais de contrôle. Cette reconnaissance venant de la base est une expression du soutien sans faille aux actions que mène le garant de la nation. Au cours de cette cérémonie organisée en l'honneur de Fortuna Ndambo, PCA de l'OCC, les forces vives ont tenu à dire aussi merci au secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et à l'ensemble des cadres du parti pour ses choix réfléchis et responsables. De la Fédération du Kasaï-Aidé et au mien propre, réitérons notre soutien indéfectible au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir élevé au rang du PCA l'un des fils d'Ilebo et membre de l'IDPS de la Fédération Kasaï-Aidé. Les mêmes sentiments sont aussi réservés à M. le secrétaire général de l'IDPS, à l'occurrence Kabouya Tshilombo Mwana Bouté. Au nom de notre grand chef Nimika Kwei, en 2023, c'est l'IDPS qui aura la majorité pour que le président de la République puisse terminer ce projet de société de l'IDPS. Les premiers mots de l'heureux promis sont des remerciements envers le président de la République pour cette nomination au poste du PCA de l'OCC. À la communauté, il leur est demandé de se préparer dès à présent pour donner à Félix Tshisekedi une majorité écrasante pour lui permettre de finaliser son programme de modernisation du pays. Message capté 5 sur 5, Ilebo a entendu et Ilebo est derrière Fachi Béton. Les travaux de réhabilitation et de modernisation de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, vont être lancés d'ici là. Le directeur général du BCECO, accompagné du conseiller principal du chef de l'État au Collège des infrastructures, a effectué une visite d'inspection des dits travaux. Images et commentaires. Offrir aux Congolais des services de soins de qualité que le président Félix Tshisekedi a initié le projet de réhabilitation et modernisation de l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamayemo. Pour s'assurer de l'avancée de travaux, le directeur général du bureau central de coordination, Jean-Medi Moulumba, accompagné du conseiller principal du chef de l'État au Collège des infrastructures, David Moukeba, ont effectué une visite d'inspection de travaux. Et ce qui nous réjouit ici, en plus de pouvoir offrir des infrastructures sanitaires de qualité, ce sont les Congolais qui ont été mis en contribution pour pouvoir conclure à la conception, n'est-ce pas, de ce projet. Les travaux qui sont réalisés par 3 entreprises différentes concernent essentiellement la réhabilitation du tout premier pavillon construit en 1912, la morgue, la salle d'urgence et autres bâtiments. Pour la première phase, nous avions 3 constructions et puis une réhabilitation. Dans les 3 constructions, nous avions les bâtiments à 6 niveaux, donc 4 étages, R+, rez-de-chaussée plus sous-sol, et les bâtiments des urgences, et puis c'est l'entrée principale de l'hôpital Mamayemo. Et nous avions aussi construit la morgue que vous avez visité. Et il y a une réhabilitation que nous avions fait, c'est le bâtiment qu'on appelle pavillon 13. C'est le premier bâtiment construit en 1912 à l'époque des Belges. Et ça, nous avions laissé ça pour que ça puisse être un patrimoine pour notre pays. D'après le bureau d'études, les ouvrages seront livrés en juin 2023. La Sokimo, cette entreprise de mine d'or, connaît des difficultés dans son fonctionnement. Et pour trouver des solutions, la nouvelle équipe dirigeante a organisé un atelier de 3 jours pour élaborer un plan stratégique de la relance de cette entreprise publique de l'État. Christine Lenzo pour le reportage. Fut jadis appelé Kilomoto, après débaptisé Office des mines d'or Okimo, puis transformé en 2010 en Sokimo SARL. C'est en 2014 que cette société, qui a son siège à Bunia, chef-lieu de l'Ituri, va s'appeler Sokimo SA. La Sokimo a d'autres représentations à Kinshasa et à Kisangani, sans compter quelques antennes. Jadis, fierté des entreprises de l'État, la Sokimo fait face aujourd'hui à beaucoup de difficultés perturbant ainsi son fonctionnement. Voilà qui a poussé la nouvelle équipe dirigeante à organiser une retraite de 3 jours pour mettre en place un plan stratégique de la relance de la dite entreprise. Je suis persuadée que grâce à la mutualisation de nos efforts, nous vaincrons nos difficultés et nous réussirons à redonner vie à notre entreprise.
nous parviendrons à redorer son image et lui rendre sa dignité, voire sa fierté d'antan. Après plusieurs années d'arrêt des activités, il est clair que le temps ne plus au discours ni aux lamentations, mais plutôt à l'action. Avec ces travaux, les conseils d'administration présidés par Christine Feza-Motema et les comités de gestion à sa tête, les DG Pistis Bonongo Tokole, donnent ainsi l'occasion à la Sokimo de proposer des solutions pour activer la production aurifère et autres, de renouveler ses infrastructures et de bénéficier de contrats profitables. Seul moyen de résoudre les difficultés financières, aussi la situation du personnel ayant accumulé plusieurs arriérés de salaires. Au cours de ces assises, on a aussi noté l'apport très bénéfique du caucus des députés nationaux de l'Ituri et de Haut-Ouélé. Leur souhait étant de revoir le décollage de la Sokimo qui faisait la fierté de ces coins du pays. Occasion aussi pour le vice-président Stéphane Kankonde du Conseil supérieur du portefeuille de marteler sur la transparence et la bonne gouvernance, secret de la valeur ajoutée dans le travail. L'Université panafricaine du Congo a procédé à la clôture de l'année académique 2021-2022 et à l'ouverture de l'année académique 2022-2023. Cet établissement public vient de déverser sur le marché de l'emploi des licenciés en droit des affaires, pour ne citer que cela. Yolande Voka pour le reportage. Une porte se ferme et une autre s'ouvre à l'Université panafricaine du Congo. À travers cette cérémonie de collation de grades académiques, l'année 2021-2022 s'est clôturée. Place à l'année académique 2022-2023. Reconnu en Afrique et partout ailleurs par son système LMD, l'UPAC entrevoit de perspectives meilleures, comme les souligne son recteur, Willy Bongo Passimoke. L'UPAC a été prise comme université qui va essayer de tester ce système, et ça a marché, et ça c'est vraiment une innovation. Dans le sens que le système LMD accepte les crédits des étudiants. Un étudiant est crédité quand il réussit un cours, il n'a plus à le refaire. Il peut même monter des classes s'il a obtenu un certain nombre de crédits valables et compléter ce qui n'a pas pu réussir dans l'année inférieure sur une année supérieure. José Bamenikio, secrétaire général académique de l'UPAC, parle de la mobilité des étudiants pour cette année qui s'ouvre. Question d'améliorer les conditions d'apprentissage. Le système LMD veut que dans chaque promotion qu'il y ait chaque fois des stages. Nous serons en partenariat effectif entre notre université et l'école supérieure internationale de Tunis, et qui viendra nous épauler dans filière plutôt génie informatique dans la faculté de sciences et techniques. Le rôle premier de l'UPAC est de former et transformer, comme les reconnaît ses lauréats Gauthier Ndang, qui a fini son cursus académique avec la mention grande distinction à la faculté des droits des affaires. Et puis les femmes du camp Kokolo ont reçu ce samedi une formation sur l'inclusion financière. La cérémonie s'est déroulée à l'église du Christ Congo. Edith Chala était présent. Elles sont venues pour un renforcement de capacité dans la gestion financière. À travers l'association des femmes entrepreneurs pour le développement du Congo, les épouses militaires bénéficient dans le cadre des Cobank Day une formation sur la gestion des finances. Pour une réelle inclusion financière, il faut des compétences basiques pour ces femmes. Chaque année, depuis 9 ans maintenant, EcoBank, par cette journée, met à la disposition de ces femmes des outils nécessaires. Le thème de notre EcoBank Day était ne laisser personne pour compte. C'était un sujet qui cadre avec l'inclusion financière. Et donc pour nous, c'était important d'essayer de joindre à cette journée cette action qui consistait au fait à venir voir des mamans qui se constituent en association, des mamans dans le micro-entrepreneuriat, pour essayer de voir comment leur apporter notre soutien dans le cadre de cette inclusion financière. Les bénéficiaires n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du bienfaiteur. Cette activité consiste à les identifier et à susciter en elles esprit managérial afin de contribuer à l'amélioration de leur performance dans la gestion des activités génératrices des revenus, enfin les initier l'épargne responsable.
responsables. Des actes de bienfaisance ont par ailleurs été posés en faveur des nécessiteux à l'hôpital général du Kankokolo. Un nouveau comité de gestion vient d'être installé à l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique. L'objectif pour cette équipe dirigeante est de lutter contre les médicaments falsifiés et de qualité inférieure en implantant le système de traçabilité électrique et la création d'une brigade antifraude. Emmanuel commissaire Bijou Ekamba pour le reportage. Nommée par ordonnance présidentielle, la nouvelle équipe de l'autorité congolaise des réglementations pharmaceutiques à Corep, qui sera désormais dirigée par Christian Toumba, est déjà aux commandes. La cérémonie de prise de fonction s'est déroulée ce samedi devant le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, la vice-ministre de la Santé, les administrateurs, les cadres et agents de la Corep, ainsi que d'autres personnalités. Une brève cérémonie qui a très vite laissé place à une visite guidée de quelques locaux au nouveau régime, question de s'enquérir des conditions de travail des agents avant la présentation de quelques laboratoires. Un moment propice pour le directeur général de la Corep, Christian Toumba, qui n'a pas hésité de remercier le président de la République pour la confiance faite en sa personne. Il a détaillé par la suite sa vision pour cet établissement. Mon mandat sera celui de la responsabilité pour la rupture avec le désordre et le chaos qui ont longtemps mis en péril la santé de notre population, dont les intérêts ont été sacrifiés au profit de certains opérateurs du secteur qui ont délibérément laissé libre cours à la mise sur le marché de faux médicaments, à l'exploitation des officines non conformes à la réglementation, à la distribution des produits cosmétiques et alimentaires non certifiés et porteurs des armes de destruction massive. La Corep est un établissement technique différent des autres établissements à visée lucrative. Elle a pour mission de donner des textes qui doivent réglementer le secteur pharmaceutique. Dans le cadre de la réforme de l'administration publique, 10 postes sont à pourvoir au sein de la future direction du Trésor et de la comptabilité publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a eu des entretiens à ce sujet avec le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Nadine Kilocho, Cédric Kenina et Moquet pour ce reportage. Le gestionnaire des ressources humaines de l'État, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, a conféré avec le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Et dans le but de relever les défis liés à la gestion des finances publiques dans le cadre de la réforme de l'administration publique, il a été annoncé le recrutement de 10 postes clés de la future direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Les 10 positions à pourvoir seront le poste de directeur général, le poste de directeur général adjoint en charge des questions administratives et financières, le poste de directeur général adjoint en charge des questions techniques et de réforme, le poste de directeur de l'inspection des services du Trésor, le poste de directeur du Trésor et des moyens de financement, le poste de directeur de la réglementation et de la qualité comptable, le poste de directeur des contentieux financiers, celui de directeur des moyens généraux et du personnel, celui de directeur informatique et enfin l'agent comptable central du Trésor. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a martelé sur la transparence qui doit caractériser le processus de recrutement pour donner l'opportunité à tous les Congolais de compétir à force égale. Moi et vous sommes résolument engagé sur la voie de la méritocratie. On veut promouvoir la méritocratie à travers le recrutement compétitif voulu par le président de la République. Il l'a dit, lui-même soutient et porte le souci de voir notre administration publique rajeunie, mais que ces rajeunissements s'effacent de manière qualitative et de manière compétitive. Et surtout offrir la chance à tous les Congolais. COP27, on en est déjà au 7e jour depuis son ouverture en Égypte, prenant part à ses assises. Le ministre de l'Industrie a présenté toutes les opportunités qu'offrent les zones économiques spéciales de la RDC et les bienfaits de la construction de l'usine de fabrication des batteries. Eric Kabamba pour le commentaire.
À Sharm el-Sheikh en Égypte où il participe à la COP27, le ministre congolais de l'Industrie Julien Paluku Kahongya vante la République démocratique du Congo comme une meilleure destination au monde pour l'industrie des batteries électriques grâce à ses minerais stratégiques dont le cobalt, le lithium et les manganèses. Le patron de l'industrie a pris part par la suite à plusieurs panels dont celui de la décarbonisation de l'industrie africaine. Nous sommes ici à Sharm el-Sheikh pour davantage accompagner la vision du président de la République, pour davantage démontrer qu'on ne peut jamais entrer en pleine transition énergétique, en pleine transition écologique sans la République démocratique du Congo. Mais au-delà des forêts, nous sommes encore ce pays-là qui détient des minéraux qui entrent dans la fabrication et des précurseurs et des batteries électriques. Et les fonds verts qui circulent à travers le monde ne doivent pas aller ailleurs si ce n'est la République démocratique du Congo. Et juste après, Julien Paluku Kahongya a assisté au stand de la RDC à la cérémonie de signature de l'accord de partenariat entre la RDC et les États-Unis sur le renforcement du leadership de la RDC sur le climat et la conservation des écosystèmes. Les États-Unis ont été représentés par leur secrétaire d'État à la croissance économique, à l'énergie et à l'environnement, José Fernandez, et la vice-première ministre et ministre de l'Environnement et du Développement durable pour la RDC. Également, ces deux membres du gouvernement ont participé au panel sur le fonds bleu pour les bassins du Congo. 95% des traumatismes graves sont causés par des accidents de circulation, une situation devenue un problème de santé publique. Pour ce faire, un séminaire de 2 jours a été organisé par le réseau congolais de traumatologie sous le thème « Prévenir la morbimortalité des blessés graves en République démocratique du Congo ». Rodé Panda. La rencontre pour la 10e édition des médecins congolais réunis au sein de l'association des anciens amis et étudiants de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa était mise à profit par les Récotrauma, réseau congolais de traumatologie, pour un autre séminaire de 2 jours, le lundi 7 et mardi 8 novembre 2022. Plusieurs thématiques exploitées telles que prévenir la morbimortalité des blessés graves en RDC. Les différents intervenants qui se sont succédés ont développé chacun un aspect pour enrichir la thématique principale. Les échanges partagés dans ces séminaires ont permis l'optimisation de la prise en charge des traumatisés graves. Il était aussi nécessaire de procéder par des cas cliniques pour une bonne compréhension de la traumatologie. Ensuite, la question sur l'importance de la revue de la morbimortalité et la revue des dossiers a été discutée. À l'occasion, le médecin directeur des hôpitaux de Kinshasa ont rendu compte de la gestion de cas de traumatisme et leur expérience. Autre aspect abordé, et non le moindre, l'impact de la mise en place d'un réseau de soins pour la traumatologie dans la ville de Kinshasa, sans oublier la proposition faite des modèles pré-hospitaliers, précision du docteur Laure Balaka. Au cours de la journée d'aujourd'hui, il a été question autour d'une discussion à travers une table ronde d'aborder les questions sur la prise en charge de traumatisés et la responsabilité des uns et des autres dans cette question, notamment la responsabilité de Récotrauma dans la formation des prestataires de soins à la question de la prise en charge de blessés graves. Et en troisième lieu, au cours de cette table ronde, nous avons également abordé la question sur la sensibilisation aux gestes et réflexes élémentaires d'urgence en cas d'accident. Comme nous le voyons bien, nous constatons que lorsqu'il y a un accident ou lorsqu'il y a une catastrophe ou un traumatisme, les témoins qui assistent à cela ne savent que faire. Alors que le petit geste qu'il peut faire, qu'il peut réaliser, pourrait sauver une vie et éviter une mort qui pourrait à la base être évitable. Récotrauma voudrait se placer en avant-garde dans la couverture santé universelle. Jeudi au sommaire, la nouvelle est tombée comme un tonnerre. Kassongo Mwemba Yamba Yamba n'est plus, brillant journaliste. Tarsis Kassongo est décédé à l'âge de 70 ans. Il a fait ses beaux jours à la radio France Internationale et à la RTNC sous la présidence de Mobutu, ancien porte-parole du président Tshisekedi. Il a été nommé dernièrement par ordonnance présidentielle comme président du conseil d'administration de l'agence de presse congolaise. Suivez ce portrait. On reçoit des coups de fil où on parcourt les réseaux sociaux.
Grand journaliste, docteur en sciences de l'information et de la communication de l'université Michel de Montaigne à Paris en France, la disparition brutale de Tarcisse Kasongo Mwema Yamba Yamba continue à marquer les esprits. À peine nommé président du conseil d'administration de l'agence congolaise de presse ACP, où les cadres et les agents attendaient son expertise en la matière pour faire rayonner leur institution, mais hélas, le destin a décidé autrement. Sa mort est une grande perte pour la famille communication. C'était un fidèle collaborateur à moi. Nous avons évolué pendant très longtemps à Lubumbashi. Je l'ai connu ici à la direction des Infos TV, à la présidence de la République du temps de Maréchal Mobutu, avant qu'il ne quitte le pays pour la France où il est allé d'abord se spécialiser. Certes, une perte pour le pays, l'ancien porte-parole du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a marqué non seulement les auditeurs et les téléspectateurs à travers le monde, surtout son passage à la RFI, mais également ses confrères de la radio-télévision nationale congolaise et d'autres médias par l'esprit des travail bien fait. Tous ceux qui l'ont connu comme journaliste au sein de la rédaction du journal télévisé ne pourront que témoigner en des termes très élogieux quant à sa valeur professionnelle. Et je pense également qu'ils ne pourront pas manquer de souligner sa dimension humaine, sa relation facile, chaleureuse avec les autres. C'était un grand frère, un aîné, et quand il passait même sur RFI, n'est-ce pas? Vous sentez que c'était un homme cultivé. Originaire du territoire des Lubudi dans les Lualaba, Tarcisse Kasongo Mwema Yamba Yamba, ancien de Listi et Kinshasa, actuel et Fasik, reste un modèle dans le domaine du journalisme, un véritable professionnel. Voilà, que son âme repose en paix. Juste après ce journal, vous suivrez une page magazine consacrée à la fondation Gekoko Mulumba avec les femmes du district du Moamba. Je vous dis au revoir. 23h, Serge Mata revient sur ce plateau. Je passe la main à Patrick Michel Moukoui qui revient demain à 20h pour une autre édition d'information. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.